Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Effectivement, je vais parler d'inbound marketing automation avec la volonté d'expliquer comment, grâce à cela et à ce type de campagne, on peut capitaliser sur son audience. On aurait pu aussi appeler cette conférence un peu moins consensuellement arrêtez de gâcher votre trafic. Et pourquoi ? Parce que, et c'est des chiffres symboliques que j'ai mis ici, mais qui reflètent assez bien la réalité, à savoir que quand on fait venir 100 visiteurs sur un site, en général, vous en avez un qui achète, et 99% que vous n'avez ni qualifié, ni collecté, ni rien du tout, et qui, en général, s'en vont sans demander leur reste. Et pourtant, 100% de ce trafic, de manière directe ou indirecte, vous l'avez quand même payé. Donc ça fait quand même pas mal de déchets, et l'idée, c'est de se demander comment on peut capitaliser sur cette audience pour développer dans le temps vos revenus et votre business grâce à ces 99% qui s'en vont. Donc voilà l'objet de la conférence et la problématique du jour. Alors ça zappe un petit peu tout seul avec toutes les ondes, a priori c'est un peu pénible, mais là on est bien sur la bonne. Avant d'aller plus en avant dans la présentation, j'aimerais dresser quelques constats entre la logique de acquisition de trafic et la logique de capitalisation d'audience. Sur le versant développement de trafic, effectivement c'est un levier qui est indispensable quand vous avez un support web pour faire du business, que ce soit un site e-commerce ou un site lead, ou même un site corpo institutionnel. La première chose à avoir, c'est du trafic, effectivement. Sauf que tout le monde l'a depuis longtemps bien compris, et aujourd'hui, on est sur des logiques qui sont un petit peu saturées. Et c'est de plus en plus difficile de gratter des parts de marché sur de l'acquisition de trafic. Ce qui a tendance à faire que, au final, unitairement, le coût à la visite devient de plus en plus cher, et les ROI de plus en plus tendus sur cette logique-là. Alors qu'à l'inverse, sur le pan capitalisation d'audience, on est toujours sur ces taux de transformation qui sont invariablement bas, et pourtant, au final, quand on regarde un panel de clients, on a peu ou pas de personnalisation du parcours client. On a des logiques de collecte de prospects qui sont absentes ou furtives. Une illustration toute bête, c'est souvent, quand vous allez sur un site e-commerce, le fait de s'inscrire à la newsletter, c'est soit pas présent, soit caché tout en bas, en petit, etc. Et puis, on a peu d'actions de réengagement de l'audience. Alors que pourtant, on sait très bien que de plus en plus, ce n'est pas en une seule visite qu'un internaute arrivant sur votre site va convertir, soit en remplissant son formulaire d'inscription, soit en achetant sur votre site. Il faut le faire revenir plusieurs fois, de plus en plus. Et que quand on regarde les statistiques d'audience d'un site web, finalement, tout ce qui va représenter, par exemple, l'acquisition via de l'email, on est sur des pourcentages globaux de trafic via cette source qui sont très faibles relativement au trafic organique, relativement au trafic AdWords, comparateur et autres. Donc on a un déséquilibre entre ces deux logiques-là qui fait qu'on a un manque de réflexion sur le côté capitalisé sur son audience, et ça s'explique relativement facilement. C'est-à-dire qu'historiquement, effectivement, tout le monde s'est jeté sur les logiques d'acquisition de trafic parce qu'il n'y avait pas ou peu de solutions à côté pour capitaliser sur son audience, et quand il y en avait, elles étaient très chères, en général difficiles à mettre en œuvre, et donc du coup, on s'est focalisé sur une partie plutôt que sur l'autre. Alors qu'aujourd'hui, il y a des solutions simples, et c'est ce que je vais vous montrer, pour capitaliser sur ce trafic-là. Et la solution, en l'occurrence, je vais l'illustrer avec deux types de campagnes que sont les campagnes de retargeting on-site et les campagnes de retargeting email, qui font partie intégrante de la famille des campagnes d'inbound marketing automation. Et de notre avis, c'est aujourd'hui sur ce versant-là, sur cet aspect-là de l'inbound marketing automation, à savoir la capitalisation du trafic, qu'on va trouver les plus gros effets de levier. Alors avant d'aller plus en avant sur cette partie retargeting on-site et retargeting email, je vais redéfinir ce qu'est l'inbound marketing automation en commençant rapidement à expliquer ce qu'est l'inbound marketing tout court. Littéralement, c'est du marketing entrant. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on va un peu plus loin, en fait, c'est le marketing où on va attirer à soi le prospect. Ça ne date pas de l'ère Internet. Quand vous avez une belle vitrine, type le printemps, qui est mis en place, c'est pour faire en sorte que les passants rentrent dans le magasin. Bah, c'est exactement cette même logique-là. Sauf qu'avec le digital, on est allé un peu plus loin dans ces logiques-là. Et elles représentent deux parties, l'inbound marketing. À la fois les logiques d'acquisition de trafic. Quand vous faites du référencement naturel ou du référencement payant, finalement, vous vous positionnez dans un moteur de recherche pour un mot-clé afin que les internautes vous trouvent. Donc on est bien dans une logique d'inbound. Et de l'autre côté, et c'est le levier moi qui m'intéresse de l'inbound, c'est une fois que les internautes sont sur votre site, il faut capter leur intérêt. Et c'est ça
dont on va discuter. Concernant le marketing automation, là aussi, ce n'est pas consacré uniquement que au digital. C'est le déploiement de campagnes marketing, quelles qu'elles soient, avec peu ou pas d'intervention humaine, au-delà en général de la planification et du setup. Donc effectivement, ça ne date pas de l'ère d'Internet. Si on prend l'exemple de l'évolution des campagnes de marketing direct par courrier, au début, il fallait tout faire à la main, les étiquettes, les mises sous pli, etc. Puis on a eu les tableurs qui ont permis de faire de la fusion publi-postage pour imprimer automatiquement les étiquettes. Et maintenant, avec le digital, on a des API avec la Poste, etc., qui permettent de automatiquement, sans ne plus avoir à faire quoi que ce soit, avoir l'impression de l'étiquette, l'envoi, la mise sous pli, etc. Ça, c'est une illustration. Moi, à titre perso, il y en a une qui m'a marqué récemment, c'est que j'ai mis en vente ma maison sur le Bon Coin et dans la journée, j'ai reçu un SMS d'un agent immobilier qui me disait j'ai un client pour vous qui est intéressé par votre bien. Donc moi, je me suis dit super, j'enlève l'annonce et puis il va s'en occuper, ça m'évitera de faire des visites, etc. Et il s'est avéré que finalement, elle n'a rien fait de plus. Donc du coup, en résiliant le mandat, j'ai remis l'annonce pareil sur le Bon Coin, et au moment où j'ai remis l'annonce, j'ai reçu exactement le même SMS de la même personne. Et finalement, là, j'ai compris que j'étais tombé dans le cadre d'une campagne de marketing automation qui permettait à cet agent immobilier de se constituer sa base prospect. Alors, c'est très malin. En l'occurrence, il faut que le service suive derrière. Mais ça, c'est une illustration de ce qu'est une campagne de marketing automation. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce type de campagne-là permet d'adresser des campagnes qui n'étaient jusque-là pas adressables. Parce que là, finalement, je vous parle de logique où on va automatiser des choses qui sont pénibles à faire à la main, manuellement. Et là où ça devient intéressant avec l'ère digitale, c'est qu'on va pouvoir faire des campagnes qu'on pouvait jusqu'à présent ne pas faire. Et je vais vous en donner un exemple à la slide suivante, et qui me permet aussi de faire la synthèse entre ce qu'est le marketing automation et l'inbound marketing. Finalement, si on le définit simplement, c'est de dire qu'on va mettre en œuvre des campagnes marketing automatisées, soit pour l'acquisition de trafic, soit pour la capitalisation sur son audience. Et encore une fois, c'est ce qui va m'intéresser. Mais pour l'illustrer, je prends l'exemple du panier abandonné. Pour avoir un panier abandonné, avant, il faut avoir des visiteurs sur son site. Si je prends un exemple de campagne inbound marketing côté acquisition de trafic, je vais prendre par exemple l'exemple d'AdWords. Donc soit à la main, je peux aller créer mes petites campagnes, gérer mes enchères au quotidien pour faire venir des gens, mais aussi Google, avec le temps, a permis de mettre en place des règles de gestion automatique, notamment des enchères, même de création automatique des campagnes avec des campagnes type DSA. Donc là, on est bien dans des campagnes marketing automation côté acquisition de trafic. Et là, moi, ce dont je veux vous parler, c'est sur la partie, une fois que ces gens-là sont sur mon site web, et ben avant d'avoir un acheteur, j'ai potentiellement 3 abandonnistes. Ces abandonnistes étant des gens qui ont mis un article au panier, créé leur compte client, et puis finalement ne sont pas allés jusqu'au bout de leur achat. Ça, si vous voulez, vous, en tant qu'e-commerçant, vous pouvez très bien prendre leur numéro de téléphone, prendre leur adresse email, et puis les contacter. Ça, c'est fait. Et puis, il y a eu des modules qui ont permis de développer des systèmes de relance automatisés pour relancer les paniers abandonnés par email. Donc ça, c'était déjà moins pénible que de leur passer des mails individuellement. Sauf que, et c'est là l'illustration de campagnes qu'on ne pouvait pas adresser jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait des intentionnistes, que j'appelle finalement les gens qui ont mis, par exemple, un article au panier, mais s'en vont sans même avoir créé de compte client. Ceux-là, vous le voudriez, vous ne pourriez pas vous adresser à eux parce que vous n'avez ni leur adresse email, ni leur numéro de téléphone, et donc soit manuellement, soit automatiquement, vous ne pouvez pas les adresser. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la techno, avec le digital, on va pouvoir capter ce type de personnes-là et détecter qu'une personne qui a par exemple mis un article au panier et s'en va, alors lui proposer quelque chose de spécifique. Voilà. Et pour illustrer avec un cas client ce que je viens de vous dire, pour un client qui fait alors c'est un site e-commerce qui vend du linge de maison, des draps, des rideaux, etc. On a mis en place 2 campagnes de retargeting on-site et retargeting email où on va diffuser des codes promo. Et au global, ça a permis de générer sur un petit mois à peu près 1000 ventes, 1000 collectes d'adresses email pour se constituer une base prospect. Parmi ces 1000 prospects, on en a eu près de 200 ventes pour un montant de 15 000 € de chiffre d'affaires. Et là où ça devient intéressant, c'est sur la dichotomie entre les 2 campagnes. On a adressé un code promo assez général à peu près tous les visiteurs du site, pour peu qu'ils manifestaient un intérêt certain pour ce dernier, parce qu'ils y passaient plus de temps ou qu'ils voyaient tant de pages. Et on se rend compte, c'est le chiffre que vous avez en bas, on arrive à capter 2% de l'audience du site web. Et sur ces 2% qu'on capte, il y a 16% des gens qui finissent par faire un achat. Et dans l'autre cas,
on a fait une campagne un peu plus précise où on s'est adressé justement à ces intentionnistes, c'est-à-dire les gens qui mettaient un article au panier et qui s'en allaient sans poursuivre leur achat et qui n'avaient pas créé de compte client, etc. Ben, ces gens-là, on arrive à en capter près de 10%, chose que vous ne captez pas avant si vous ne mettez pas en œuvre ce type de campagne. Et parmi ces gens-là, on a près de 60% qui ont fini par acheter, pour un montant de 1 500 €. Alors effectivement, quand vous comparez les montants des chiffres d'affaires, on a tendance à se dire le code promo générique fonctionne mieux, mais si vous rapportez le chiffre d'affaires par rapport au nombre de conversions, au profil collecté, on est sur un rapport de 1 à 5. Donc on arrive avec des gens qui étaient des abandonnistes de sites à se constituer une base de prospects et à inciter à la transformation, directement et indirectement. Donc on est dans une partie de vente qui sont incrémentales et d'un business que je n'aurais pas fait en tant qu'e-commerçant. Alors après, concrètement, la mise en œuvre de ce type de campagne-là, je vais définir des règles d'affichage. Je veux diffuser mon code promo pour des gens qui ne sont pas logués, des gens qui ne sont pas sur l'entonnoir de conversion, des gens qui quittent le site, etc., etc. Donc j'ai un moteur de règles, je viens définir mes règles, et derrière, je vais faire une créa qui va s'afficher selon les règles que j'aurais définies préalablement. Voilà, donc ça c'était l'exemple d'un cas client. Il y en aura deux autres après pour encore illustrer mon propos. Si je m'attarde un petit peu sur spécifiquement deux aspects de campagne inbound marketing automation versant capitalisation sur l'audience, je vais vous définir ces deux termes-là, retargeting on-site, retargeting email. Pour la partie retargeting on-site, l'objectif et l'idée, c'est de solliciter intelligemment vos internautes afin de les inciter à convertir. En fait, on va mettre en place une mécanique de diffusion d'offres. Et par offre, entendez pas forcément code promo, ça peut être tout un tas de choses. Donc diffusion de messages selon des règles que je vais définir et qui correspondent à un parcours d'un internaute sur mon site, de son historique de navigation, des actions qu'il fait sur le site, etc. Et sur la partie retargeting email, qui est le pendant, là on va envoyer des emails ciblés à des internautes afin de les réengager sur le site et de les inciter à convertir. Ces deux leviers sont complémentaires. Le levier on-site va nourrir le levier email parce que c'est via des campagnes on-site que je vais notamment pouvoir capter du prospect et fonction de cette captation de base-là, pouvoir les réadresser par email. Et pour vous donner quelques KPI, j'arrive à qualifier 100% de l'audience dans la mesure où je suis capable de dire tel visiteur est venu à tel moment, il est revenu à tel autre, etc. Je n'ai pas forcément ses coordonnées, mais en tout cas, je le qualifie. Je qualifie 100% de mon audience. Je vais jusqu'à des campagnes qui me permettent de capter, pour le coup, de l'email, du téléphone, du nom, etc., jusqu'à 15% de cette audience-là, de collecte. Et je vais arriver à amener cet internaute-là à acheter ou à s'inscrire, etc., jusqu'à une fois sur deux. Quand je reprends l'exemple du client précédent, on a arrivé à faire acheter à 60% les personnes que je collectais à 10%. Si on doit l'illustrer, finalement, quand vous avez un internaute qui arrive sur le site, en fonction de qui il est, de ce qu'il fait, je vais lui diffuser un message pour l'inciter directement à convertir. Et je vais en profiter éventuellement pour capter ce prospect-là et pouvoir le réadresser dans un deuxième temps avec des campagnes de retargeting email pour le réengager sur le site et l'inciter aussi à transformer. Donc finalement, on est dans des mécaniques d'incitation directe et indirecte à la transformation en capitalisant sur les gens qui sont venus sur mon site. Voilà. Alors, concrètement, dans la mise en œuvre de ces deux leviers, c'est pas très sorcier, hein. On va définir notre message. Qu'est-ce que je veux dire aux internautes auprès desquels je vais m'adresser? Quel est le format de diffusion? Là, j'ai parlé un peu intuitivement de Pop-in, mais on peut très bien définir des formats qui soient type navigation bar Google, injectés directement dans le contenu du site web. On fait un petit peu ce qu'on veut. Et puis, je vais définir surtout les règles de diffusion qui vont constituer mes 1 ou n scénarios qui vont permettre l'affichage de ce message-là. Voilà. Et côté remarketing email, je vais définir un mailer, je vais définir une planification, un ou des mailers, je vais définir une planification. Est-ce que je veux m'adresser à mes internautes, à ma base segmentée tous les lundis, à J+1 de l'inscription, à J+10, etc. Donc une fréquence. Et puis je vais définir aussi les règles d'envoi du mailing côté liste de diffusion, à savoir à qui je veux m'adresser. Parce qu'effectivement, j'ai collecté, mais tout l'intérêt, c'est de pouvoir segmenter cette collecte en disant, si pour un e-commerçant qui vend des chaussures, je veux m'adresser qu'aux hommes qui chaussent du 40 au 42 parce que c'est là que j'ai des promotions pendant telle période, je vais pouvoir, en fonction des données qui ont été captées et collectées au moment des campagnes de retargeting on-site, spécifier ça sur mes campagnes de retargeting email pour m'adresser spécifiquement qu'à eux. Voilà. Et puis bien sûr, on a une interface qui permet de monitorer tout ça et de voir ce qui se passe en temps réel.
Des exemples de campagnes, justement, de retargeting on-site et de retargeting email. Pour commencer, des campagnes qui se basent sur des critères relativement simples. La chose la plus classique à laquelle on pense, ça va être par exemple dans le cadre d'un site e-commerce, ça va être de proposer un code promo en échange d'une inscription à la newsletter pour inciter les gens à acheter. C'est ce que je vous ai montré dans l'exemple de mon site e-commerce précédemment. Un autre exemple qui peut s'adresser à tout le monde, site e-commerce ou pas, c'est de proposer à un internaute qui manifeste un intérêt certain sur un site parce qu'il consulte tel contenu particulièrement pendant tant de temps, qu'il a bien scrollé la page, etc. Je vais lui proposer un livre blanc, par exemple. Un livre blanc dans un cas, un business case si vous êtes un site B2B, on peut envisager plein de choses. On peut aussi proposer à un internaute d'aller consulter un contenu spécifique sur votre site. Il est sur votre site parce qu'il est arrivé depuis Google sur une page profonde, etc. Puis finalement, il n'est pas allé sur votre landing page avant de partir. On va lui dire, vous êtes sûr que vous n'avez pas un projet? Et potentiellement, on va lui proposer de se rediriger vers la landing page. Et à l'inverse, vous mettez en place des campagnes AdWords bien optimisées, où vous faites arriver l'internaute sur une landing page bien léchée, mais qui parfois est peut-être un peu trop dans une mécanique de conversion et l'internaute n'est pas prêt psychologiquement. Vous allez peut-être lui dire, alors qu'il n'a pas rempli le formulaire et qu'il part, peut-être seriez-vous intéressé par tel contenu. Voilà. Et ça permet de réengager une audience qui serait partie et qui vous a coûté cher. Et puis aussi, on peut proposer des choses toutes bêtes, comme c'est quand un internaute est sur votre site, que potentiellement, vous pouvez lui proposer de vous suivre sur les réseaux sociaux. Nous, on a l'exemple d'un client qui est le Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui a un site qui est très figé parce qu'il est géré par la mairie, il ne peut pas faire grand-chose dessus. Et derrière, il est très actif sur sa page Facebook. Donc du coup, on profite de toutes les visites qui sont sur son site pour dire à un moment donné à ces gens-là, c'est sur la page Facebook que ça se passe, suivez-nous. Voilà, c'est tout bête, mais ça fonctionne. Et on a de l'acquisition de fans qualifiés à pas cher grâce à ça. Donc là, on est sur des critères de campagne qui sont relativement simples. Quelles sont les URL qui sont consultées, le temps passé, d'où vient mon internaute, est-ce qu'il quitte le site ou pas. Ce sont des choses qu'on peut détecter. Et là où ça devient sympa, c'est qu'on peut aller sur des campagnes plus complexes qui vont se baser sur des choses qui nécessitent une infrastructure techno un peu plus lourde, mais qui vont permettre de faire des choses vraiment intéressantes, comme le revisiteur. C'est-à-dire que comme je qualifie 100% de mes visites, je suis capable de dire cet internaute, ça fait 15 fois qu'il vient en 2 semaines. Et ça, quand vous êtes par exemple un site e-travel, l'internaute qui vient 15 fois en 2 semaines par rapport à l'internaute qui vient pour sa première visite, c'est pas les mêmes. C'est vraiment pas les mêmes, il faut s'adresser de manière différente à eux. Et ça, typiquement, vous pouvez le détecter dans le cadre de campagnes retargeting on-site pour vous adresser particulièrement à ces gens-là et ensuite éventuellement les adresser aussi par email. Et puis au-delà de la notion de revisiteur, dans un temps donné, on a des notions aussi de parcours de navigation qui vont plus loin que la seule il a consulté telle URL ou pas telle URL. C'est-à-dire que je sais qu'il est d'abord allé là sur mon site, puis là, et en fonction, je vais lui adresser un message donné. On peut bien entendu faire des campagnes qui se basent aussi sur de la géolocalisation. Vous êtes un site e-commerce, vous pouvez avoir aussi des magasins dans toute la France et en fonction de la zone de chalandise de vos magasins, faire en sorte qu'un internaute sur votre site soit adressé par une popine lui disant « rends-toi dans le magasin qui est proche de chez toi pour bénéficier de je ne sais pas quoi ». Voilà. Donc on peut aussi faire des campagnes géoloc. On peut envisager des campagnes qui se basent sur la météo. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait pas beau. Vous êtes un site, vous vendez des vestes en cuir, ou vous êtes un parc d'attractions, il va pas faire beau demain et vous savez que votre taux de fréquentation est très bas. Et bien ça, la veille, tous internautes qui est sur votre site, vous proposez un code promo pour que les gens viennent demain alors qu'il fait pas beau parce que la fréquentation est basse et que vous le savez. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Et on peut aller après sur des valeurs personnalisées qui correspondent à des choses qui se passent sur votre site. Un internaute met des articles au panier pour un montant de temps, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez détecter et du coup déclencher des seuils en fonction de cela. Je veux diffuser mon message quand l'internaute a mis 2 articles au panier ou alors pour un montant supérieur à temps, etc. etc. Voilà. Concernant la partie email, notamment sur des campagnes, et qui nécessitent du coup aussi de stocker ce que font les internautes sur un site web pour pouvoir leur adresser des emails. On va pouvoir leur adresser des emails des produits qu'ils ont consultés, mais aussi même aller plus loin sur des produits qu'on peut leur recommander. Et ça se base sur un algorithme de machine learning qui va faire que, en fonction des produits que vous avez vus et qui ont été aussi consultés par les autres, on va déterminer les occurrences qui sont les plus pertinentes et être capable de proposer régulièrement des nouveaux produits aux internautes qui sont venus sur votre site pour les inciter à revenir et à acheter. Voilà. Et là où ça devient pas mal aussi sur les envois d'email, c'est que ces envois ils peuvent être conditionnés sur l'acte d'achat
de l'internaute à qui vous avez envoyé un email. Est-ce que je lui envoie un email parce qu'il a déjà acheté ou parce qu'il n'a pas acheté? Et on peut même aller jusqu'à la nature de l'achat. C'est-à-dire que je vais lui envoyer cet email parce que je sais qu'il a acheté un article sur mon site à telle date et que cet article, c'était ce truc-là. Donc on peut vraiment aller très loin dans la planification et le conditionnement des envois des campagnes email. Et au-delà, finalement, des campagnes qui peuvent être envisagées, que ce soit des campagnes retargeting on-site ou des campagnes retargeting email, il faut finalement penser dispositif et se dire qu'est-ce que je veux faire. Si je prends l'exemple d'un site qui vend des piscines et des accessoires de piscine, je vais peut-être me dire ma saison, il faut que je la prépare sur le mois de février à mai, où je vais proposer une offre spéciale sur un modèle de piscine que je veux écouler. Donc je vais faire une diffusion de code promo pour les gens qui vont consulter mes piscines pour leur dire ce modèle-là, achetez-le, je vous fais 10%. Et puis finalement, être capable auprès des gens qui ont bénéficié de cette offre promo-là, de leur adresser pendant toute la période des emails de recommandations produits pour qu'ils s'équipent d'un robot, ils s'équipent de produits d'entretien de leur piscine, etc. Et puis me dire aussi, quand vient la fin de la saison au mois de septembre, tous ceux qui ont participé à mon offre promo, qui ont acheté une piscine, au mois de septembre, je leur envoie à tous un email où je vais leur dire achetez votre bâche d'hivernage et vos produits d'hivernage pour l'hiver, etc., etc. Donc voilà, là on est on va raisonner dispositif et on va se dire, pour arriver à cet objectif-là, ça va nécessiter la mise en œuvre de X campagnes retargeting on-site et Y campagnes retargeting email. Deux exemples de cas clients avant de terminer sur quelques propositions créa qui me feront rebondir sur des choses qui peuvent être mises en place. Là, c'est l'exemple dont je parlais rapidement, brièvement, sur un e-commerçant qui vend des chaussures. On avait la problématique suivante, c'est que les internautes qui venaient sur son site, alors ils vendent des chaussures très haut de gamme, mais les internautes qui venaient sur son site hors de la France, on avait un taux de transformation extrêmement bas. Et on s'est dit, bon, on va leur proposer une offre, parce qu'en fait, les frais de livraison sont très élevés, on va leur proposer des frais de livraison offerts. Donc tous les internautes où on détectait que la langue navigateur n'était pas français et qu'ils n'étaient pas géolocalisés sur la France, on leur a proposé une offre en leur disant free shipping à partir d'un certain montant d'achat, hein, vous pouvez vous blinder, après le message participe à la pertinence de l'offre. Et ce que ça a permis de donner, c'est ce que vous voyez, on est bien sur des logiques d'audience similaires sur les mêmes périodes. Il y a eu 6% d'évolution de trafic sur ce segment d'audience-là. Et au final, le fait de faire l'offre ou pas faire l'offre, ça a fait progresser le taux de conversion de 70% et le chiffre d'affaires de 74%. Simplement parce qu'on a adressé à un moment donné une offre pertinente à une problématique qu'on avait rencontrée sur notre site. Alors là, on est sur des chiffres qui sont très bons. Hein. Ça, c'est Google Analytics hein, qui le remonte. Ça ne se passe pas forcément toujours dans des taux qui sont aussi importants, mais c'est des choses qui fonctionnent. Un autre exemple, alors on s'en fiche un petit peu de ce qui est écrit, c'est juste pour illustrer le propos, on n'est plus dans un site e-commerce. Là, l'idée, c'est de se dire, on a un laboratoire pharma qui est notamment spécialisé dans la lutte contre les gens qui ont des problèmes d'arthrose, et ils ont fait un site spécial où il faut s'inscrire pour bénéficier d'un programme de coaching. Et puis, on a mis en place des campagnes AdWords, des campagnes Facebook Ads, etc., qui nous coûtent relativement cher. Et puis on s'est dit, on va mettre des campagnes pour toutes les personnes qui ne sont pas loguées, qui ne sont pas sur la page d'inscription et qui quittent le site pour leur dire, vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous inscrire, ça fonctionne bien, on attend d'inscrire avec des éléments de réassurance. Et sur ce simple message-là, où il n'y a même pas finalement entre guillemets de carotte, ce qu'on arrive à faire sur une période où pareil, l'audience est similaire, on a doublé les leads. C'est-à-dire qu'on est passé sur une période de référence où on avait 30 leads, et sur la même période, la semaine d'après, on en avait 62. Et sur ces 32 leads en plus, il y en a 26 qui sont inhérents au fait d'avoir proposé ce message-là. Donc on a vraiment de l'incrémental sur ces logiques-là, avec une offre qui est une offre relativement basique. Je vais finir avec quelques exemples de créa pour vous dire que, effectivement, je l'ai un petit peu dit, mais le message et la créa qui vont être diffusés participent à la pertinence de l'offre. À messages différents, vous allez avoir des conversions, des taux de conversion qui vont être différents. Donc il faut être inspiré sur les créas et sur les messages. Ça participe au succès et ça contribue au succès des campagnes de retargeting on-site et email. Là, c'est pour vous dire qu'on peut faire des choses un peu sympas. On peut bien entendu A/B tester les créas. C'est intéressant de le dire aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas la solution avant même de lancer une campagne. Donc on est capable de tester un message. Est-ce qu'en changeant de photo, ça change quelque chose? Est-ce qu'en changeant un petit peu le texte, ça change quelque chose au niveau des taux de collecte, etc. Donc ça, on peut l'A/B tester autant de fois qu'on veut.
On est capable aussi de mettre des réponses dans les pop-ins, c'est-à-dire que sur une campagne de retargeting on-site, on va peut-être pouvoir dire donne-moi ton adresse email, je te donne le code promo. On n'est pas obligé de l'envoyer par email, on peut aussi directement l'afficher après en résultat. Ça, c'est une illustration d'une campagne. On n'est pas du tout dans une logique e-commerce, mais dans la logique, je veux proposer à mon internaute un contenu s'il ne l'a pas consulté. Parce que j'ai fait un site produit spécifiquement pour ça, et finalement les internautes sont venus dessus sur une requête longue traîne depuis Google, par exemple, et ils n'ont pas vu ma gamme produit. Et typiquement, je vais leur proposer au cours de leur navigation d'aller la voir s'ils ne sont pas allés la consulter. Donc on va très bien pouvoir faire des pop-ins où, pour le coup, là, on ne va pas collecter, on va juste qualifier l'internaute et lui dire « découvre la gamme ». Et ça va permettre de réengager 10-15% de l'audience qui serait partie sans aller voir mes produits. Alors ça, c'est un autre exemple de créa qui se fait pour un client GLU, où on va proposer un cadeau, parce qu'après, on peut proposer des codes promo, mais on peut proposer des jeux de concours, des cadeaux, tout un tas de choses. Et vous dire aussi, avec cette dernière slide d'illustration, que ces campagnes, elles ne s'adressent pas uniquement aux e-commerçants ou pas e-commerçants B2C, mais aussi aux B2B. Là, c'est l'exemple d'un client qui a un site, entre guillemets, e-commerce, mais qui s'adresse aux collectivités. En l'occurrence, ce qu'il vend, c'est des lampadaires, des pistes cyclables, etc. Ce n'est pas des choses qu'on achète facilement sur Internet. Et du coup, on a mis en place une campagne où on va collecter du prospect, collectivité et autres, avec un nombre de champs qui est d'ailleurs relativement important sur ce formulaire, parce qu'on a 8 informations, et on va proposer un catalogue papier ciblé à ces gens-là en fonction de qui ils sont. Et aujourd'hui, sur des choses qui n'étaient absolument pas mises en œuvre sur ce client-là, où les gens, fallait effectivement qu'ils aillent dans la page contact, éventuellement prendre le numéro de téléphone, etc. Là, aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de prospects pour ce client-là qui se manifestent et qui reçoivent le catalogue et qui permettent aux commerciaux d'exploiter cette base et de mettre en place des campagnes pour recontacter ces gens-là et faire en sorte de faire du business avec eux. Les quelques idées qu'il faut retenir de cette présentation sont les suivantes. Il y a un aspect fondamental, c'est que comprendre que travailler des logiques de capitalisation de trafic, c'est au moins aussi important que développer des logiques de captation de trafic. J'espère que ça, vous l'avez compris, c'est le plus important. Ensuite, il y a des choses très simples à mettre en place pour commencer à capter, pour inciter directement et indirectement les gens à acheter ou à transformer sur un site. C'est le deuxième point. On peut aller, et c'est le troisième point, sur des dispositifs qui vont être sur mesure et relativement complexes, sur des problématiques très pointues. Et enfin, ce n'est pas quelque chose qui est pas réservé exclusivement aux grands comptes, parce qu'à l'inverse de ce que je vous disais au début, aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre très facilement. Vous mettez simplement un tag JavaScript sur les pages de votre site, et après, tout ça est piloté et administré par l'agence. Donc c'est des choses qui déjà sont livrées clé en main et sont faciles à mettre en œuvre. Et dernier point, c'est que ça fonctionne, ça produit vraiment des résultats. On arrive à qualifier, on arrive à collecter et on arrive à inciter directement, indirectement, à faire en sorte que les gens transforment plus que ne rien mettre en place sur son site et de continuer à avoir les taux de transformation que vous observez aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Merci pour votre attention. On est disponible ici un petit peu, Édouard et moi-même, et sinon on est sur le stand H15 qui est tout droit au milieu. Et je reste un petit moment à votre disposition ici si vous avez des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, je vous invite à les poser, et sinon je reste disponible pour vous ici un petit moment jusqu'à ce qu'on se fasse chasser par la prochaine conférence. Merci bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour Simon. Un ordre d'idée des tarifs et du temps de déploiement pour une version relativement basique? Alors pour des tarifs de campagne retargeting on-site ou email, le tarif est effectivement à la campagne et on est sur des budgets qui vont de 1 500 € pour une campagne simple, etc., qui va durer 1 an, jusqu'à des dispositifs impliquant plusieurs campagnes qui peuvent aller jusqu'à quelques dizaines de milliers d'euros. Mais on peut, dès des budgets de 1 500 à 2 000 €, mettre en place ce type de campagne. Et c'est vous qui pilotez l'ensemble? C'est nous qui pilotons l'ensemble, effectivement. L'idée, et c'est justement aussi l'idée de cet outil-là, c'est qu'on ne le vend pas en tant qu'outil, on vend en tant que solution pour un client, parce qu'il y a des outils qui existent. Alors, il y a des fonctionnalités un petit peu différentes et qui ne nous intéressent pas forcément toutes, mais la vraie problématique, c'est que les clients ne les mettent pas forcément en œuvre parce que pas le temps, parce que pas le savoir, etc. Nous, l'idée, c'est de le faire pour eux. Voilà.
Bonjour. Est-ce que sur un bassin d'audience relativement faible, sur une audience très qualifiée par exemple en B2B, est-ce qu'il est possible d'envisager de mettre en place la solution ou il y a quand même une limite au niveau du volume de trafic mensuel? Alors, il n'y a pas de volume sur le trafic quotidien ou mensuel. Après, effectivement, si vous utilisez des critères de segmentation qui vont être très importants sur une base de trafic qui est faible, vous allez finalement vous adresser à peu de gens. Toujours est-il que les taux de collecte sont ce qu'ils sont et que sur votre audience, vous aurez 1, 2, 10% de taux de collecte. Donc si vous avez 100 visiteurs, vous en aurez 10. Si vous avez 10 000 visiteurs, vous en aurez 1000. Mais on n'a pas de seuil minimum de trafic. Bonjour, je voulais savoir si vous travaillez aussi les notions de buyer personas au sein de votre entreprise pour justement mieux qualifier tout ce qui est retargeting et message autour de ce genre de concept. Alors la solution intègre en gros un mini CRM où on est capable de flaguer et de taguer selon les actions qui sont effectuées par les internautes. Je prends un exemple trivial, hein. Un internaute qui viendrait acheter sur mon site, de base, je peux le flaguer en tant que client. Et de fait, quand je veux me réadresser à lui sur du retargeting on-site ou du retargeting email, je peux réexploiter les flags que j'ai mis en place pour m'adresser à ces gens-là. Donc, si je vais dans des notions de personnage, je peux très bien dire qu'un client qui est venu d'un réseau social et qui a consulté tel contenu, je vais le flaguer spécifiquement comme étant un fan de je ne sais pas quoi. Et du coup, tous ceux qui vont prendre ce cheminement, je vais pouvoir spécifiquement me réadresser à eux en utilisant ce flag, soit quand ils viennent sur mon site, soit si j'ai capté leur email et que je veux m'adresser à eux. Donc, dans cette mesure, oui. Y a-t-il d'autres questions? Je crois que c'est bien. Merci beaucoup. Merci.